Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Romont. Julien, tu es le président et cofondateur de la société Tilvest. Tilvest, c'est un PSAN, donc un prestataire de services en actifs numériques qui s'occupe de la gestion pour compte de tiers de portefeuilles en crypto-monnaie. Et c'est un épisode que j'avais très envie de faire depuis longtemps, puisque chez Willim, on est convaincu de l'intérêt des cryptoactifs dans le patrimoine, soit des particuliers ou même pour les holdings patrimoniales ou même pour les sociétés qui ont de la trésorerie à placer. À titre personnel, j'investis moi-même dans ce domaine-là, donc il y a des convictions profondes. Et on voulait chez Willim, on va dire, travailler en partenariat, main dans la main avec un acteur sérieux qui était en mesure de gérer les portefeuilles de nos clients sur cette thématique d'investissement. Donc, par l'intermédiaire de Willim, vous pouvez, en tant que particulier ou société, investir à partir de 10 000 euros dans les cryptoactifs et le faire gérer par un acteur sérieux qui est Tilvest. Merci Julien d'avoir accepté mon invitation Plaisir. parce que on va pouvoir donc parler de plein de sujets qui sont intéressants. On va notamment commencer par parler de l'actualité, des enjeux, des risques et des perspectives du secteur. Voilà, c'est tout ce dont on va dérouler tout au long de cet épisode. On va essayer d'expliquer aux moins initiés qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt d'intégrer les cryptoactifs dans un patrimoine aujourd'hui par rapport aux perspectives que ça peut représenter. On va revenir évidemment sur les notions de risque, de sécurité, parce que dans l'actualité aujourd'hui, on entend plein de choses. Il y a eu des faillites d'exchange. Il y a eu un sujet avec l'USDC récemment, parce qu'une banque américaine, donc la SVB, a fait faillite. Euh, il n'y a pas très longtemps. Voilà, l'actualité est très riche et donc c'est des choses qui peuvent préoccuper les investisseurs, en tout cas être des freins à franchir le pas pour aller sur ce secteur-là. On va aller aussi parler des perspectives et on verra quelles sont les convictions un peu chez Tilvest du moment et voir un peu sur quoi vous pouvez nous encourager ou en tout cas nous amener à se poser des réflexions sur qu'est-ce que peuvent être les valorisations de demain sur certains cryptoactifs. Voilà. Merci encore une fois, Julien, d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur ce podcast. J'espère que ça va par chez toi. Ouais, ben, merci Jérémy, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets passionnants. Et j'espère que des personnes apprendront au moins des choses aujourd'hui. Bah écoute, je l'espère aussi, sachant que l'actualité, alors c'est vrai que tout ce qui touche au Web3, aux crypto-monnaies, pour beaucoup, c'est nouveau. Pour beaucoup, ça fait peur, parce que voilà, il y a encore une fois, je le disais en introduction, mais il y a une actualité qui est très dense. Et je voulais un peu commencer cet échange avec toi parce que c'est pas évident pour tout le monde de savoir ce que c'est qu'un PSAN, qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a peut-être pour qui c'est la première fois qu'ils entendent ce terme, PSAN, Mm. donc prestataire de services en actifs numériques. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un PSAN, en quoi ça vous sert à vous en tant que société, donc Tilvest, d'être enregistré comme tel auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et en quoi pour un investisseur qui se dirait, moi, ça m'intéresse d'aller sur les cryptoactifs. J'y connais pas grand-chose, ou même j'y connais, mais j'ai pas le temps de le gérer. Je m'y intéresse, j'investis déjà, mais j'ai pas le temps de le gérer. En quoi ça peut être rassurant pour ces investisseurs-là, quels qu'ils soient, de travailler avec un PSAN et donc, enfin en tout cas avec une société comme Willim qui travaille avec un PSAN derrière pour gérer les portefeuilles de ses clients. Ben, super. Cette première question, donc un PSAN enregistré auprès de l'AMF, en fait, c'est depuis la loi Pacte de 2019 que c'est possible pour les sociétés travaillant en crypto-monnaie de s'enregistrer auprès de l'AMF. Cette loi-là, elle a mis le cadre sur 4 services principaux qui nécessitent un enregistrement. Donc le premier, c'est la conservation de crypto-monnaies pour le compte de tiers. Le deuxième, c'est l'échange d'euros ou de monnaie fiduciaire contre des crypto-monnaies. Le troisième étant l'échange de crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. Par exemple, j'échange un Bitcoin contre un Ethereum, contre plusieurs Ethereum en l'occurrence. Et le dernier des quatre services, c'est le service d'échange, donc de plateforme d'échange de crypto-monnaies entre elles.
Sylvest, aujourd'hui, nous sommes enregistrés pour les trois premiers services, donc la conservation, l'achat de crypto-monnaies contre des euros de monnaie fiduciaire et l'achat de crypto contre crypto, l'échange de crypto-crypto. Aujourd'hui, il y a Ok. plus de 60 prestataires de services sur actifs numériques en France enregistrés qui permettent, qui ont des offres de services différentes, sachant que Tilvest est exclusivement dédié aux gestionnaires de patrimoine et en l'occurrence, on travaille avec Willim et en l'occurrence ses clients pour permettre d'offrir tous ces services-là. Ok. Et donc, c'est ça s'apparente à quoi? C'est un agrément ou c'est un enregistrement? C'est quoi la protection qu'il y a derrière pour les investisseurs? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, le fait d'avoir ces crypto-monnaies gérées par un PSAN, c'est plus rassurant ou pas que de le faire soi-même de son côté? C'est peut-être pas plus rassurant, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, je fais exprès de poser des questions, bien sûr que moi Oui. je connais les réponses, mais c'est volontaire, tout le monde l'aura compris. C'est pour essayer de décortiquer un peu les choses et que, voilà, que tout le monde ait le même niveau d'information. Mm. Bah, du coup, les exigences de l'AMF et de la CPR sur le PSAN aujourd'hui, c'est une honorabilité des dirigeants principalement, que les dirigeants soient aptes à diriger une société qui agit pour le compte de tiers. Et il y a un volet qui est le plus important, qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est la brique principale de ces enregistrements, afin de vérifier que les fonds reçus correspondent bien à une politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et du coup, la CPR et l'AMF s'attellent à vérifier que les dirigeants sont en mesure de l'appliquer et d'assurer que les clients envoient des fonds vers des institutions qui respectent les règles de l'État français en l'occurrence. Donc plutôt, passer par un PSAN que, tout seul. La question pour nous, elle est plutôt de savoir si un client, qui a l'habitude de faire gérer, ses actions, ses fonds d'investissement, ses OPC ou ses fonds en euros, via un assureur ou un gestionnaire de patrimoine, la question se pose de savoir, est-ce qu'il va le faire tout seul pour la partie crypto, alors que ça va lui prendre plus de temps, pour un actif qui représente généralement moins de 10 de son patrimoine. Il y a des Mm. professionnels de l'investissement en actifs numériques dont Tilvest fait partie, qui sont qui sont en mesure en fait d'aider et de faciliter ces process-là via, en l'occurrence, Willim, où on travaille main dans la main sur la partie commerciale et technique afin d'apporter un service clé en main aux investisseurs de la même manière qu'ils peuvent avoir un service clé en main en assurance vie ou en contrat de capitalisation. Ok, très clair. On va rentrer un peu, je pense, dans les sujets plus globaux sur, on va dire, des gens qui seraient peut-être pas initiés ou qui auraient pas encore franchi le pas d'investir, ou même qui l'auraient fait et qui se posent la question de se renforcer sur ce marché-là, parce que on va revenir après sur les actualités et un peu sur les perspectives et les convictions que vous avez chez Tilvest. Mais en amont, euh, je voulais que tu puisses exprimer un peu ta pensée sur qu'est-ce qui était pour toi l'intérêt pour un investisseur de se dire bah, aujourd'hui, en 2023, j'ai des cryptos un peu et je me pose la question d'en avoir plus, ou j'en avais pas du tout, mais par contre ça m'intéresse parce que je me documente beaucoup et je me dis que bah, il y a peut-être un intérêt à avoir des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait selon toi l'intérêt aujourd'hui en 2023 d'investir dans les crypto-monnaies, que je sois une personne physique ou que je sois, je sais pas moi, un directeur administratif financier d'une société qui a de la trésorerie à investir, ou même un dirigeant d'entreprise, j'ai de la trésorerie à investir et je me pose la question de qu'est-ce que je peux en faire. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller sur cette classe d'actifs pour ces gens-là? Ouais, mais alors, tout d'abord, pour des particuliers ou même des holdings patrimoniales, donc en l'occurrence des personnes morales, l'intérêt principal de la classe d'actifs, c'est la diversification. Diversification à la fois du risque, dans le sens où c'est une classe d'actifs qui est cyclique et volatile, mais haussière. Donc il y a un intérêt d'investissement, de diversification pour prendre une nouvelle source de risque, mais aussi une diversification par rapport aux autres placements qui sont principalement basés sur des produits bancaires. Une assurance vie repose sur une banque et ou un assureur. Des actions reposent sur des teneurs de compte bancaires ou assurantiels. Donc la crypto en fait rentre dans la classe de ces actifs dits alternatifs qui ne reposent pas sur une institution centralisée tierce, comme peut le faire le private equity en investissement direct, comme peut l'être l'immobilier en direct.
les cryptos ont cette faculté d'être un actif à part, à la fois en termes de risque, mais à la fois en termes de détention également. Ça, c'est le premier point. Et donc, on peut investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, la première et la deuxième plus grande monnaie en termes de capitalisation, pour diversifier et risquer une petite partie de son capital, on va dire jusqu'à 5%, Mm. pour espérer un rendement in fine qui pourrait être intéressant. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui en crypto, on peut penser qu'il n'y a que du Bitcoin, que de l'Ethereum, et parce qu'on entend beaucoup parler, mais il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on peut appeler du stacking, donc en fait d'immobiliser des liquidités en euros ou en dollars et d'être rémunéré sur ces liquidités-là avec des taux qui sont de l'ordre de 4 à 10% en fonction des moments, en fonction du volume d'activité. Donc ça peut être surtout intéressant pour des trésoreries excédentaires de sociétés, qu'elles soient patrimoniales ou d'exploitation, afin d'aller chercher un rendement un peu plus élevé grâce à ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc la finance décentralisée, c'est la mise en relation d'acteurs particuliers ou entreprises qui interagissent les uns avec les autres sans un tiers de confiance au milieu, donc une banque, vu que le tiers de confiance est remplacé par du code. Donc voilà, en disant ça, ça peut faire un peu plus peur qu'une banque, mais l'idée, c'est de se diversifier de ce risque-là et de pas forcément en rajouter là-dessus. Alors justement, si on va parler de rendement et de risque, évidemment, Mm. ce qui fait le plus peur en fait aux investisseurs, puisque nous chez William, on discute avec plein d'investisseurs, et c'est vrai que quand on commence à aborder le sujet de voilà, est-ce que les cryptos actifs, c'est un domaine qui vous, pose question, deux, qui vous donne envie, euh, les principaux freins que l'on retrouve sur ce secteur-là, je pense que les performances, c'est pas un sujet parce que justement à tort, moi je trouve qu'on parle beaucoup trop des performances potentielles des crypto-monnaies en vendant ça comme un placement. Parce que évidemment, on a vu le Bitcoin toucher les 60 000 dollars, même les dépasser à un moment donné. Puis c'est retombé à 15 000. Là, on est autour de 25-26 000 au moment où on échange à peu près. Alors, moi, j'ai la conversion en euros, on est autour de 25 000 euros. En dollars, on n'est pas très loin, mais voilà. Euh, donc, on voit bien que bah, c'est sûr, les gens qui avaient acheté à un moment donné à 200 euros des bitcoins, ils se sont retrouvés avec un bitcoin, ils se sont retrouvés avec un bitcoin qui vaut 60 000. On se dit, ouais, c'est quand même ouf de pouvoir faire ce type euh, de culbute. Néanmoins, il n'y a pas que ça qui se cache derrière la crypto. La crypto, c'est pas juste le Bitcoin. Tu as commencé à l'évoquer en disant qu'il y avait plusieurs stratégies d'investissement possibles. Donc le fait d'acheter des crypto-monnaies et de faire en sorte de les valoriser dans le temps, mais aussi la possibilité de faire d'autres modes d'investissement. Donc on parle du stacking, on parle du farming, du yield farming, on parle d'autres typologies d'investissement que vous maîtrisez chez Tilvest. On, on en parlera un peu après quand on parlera de vos différentes stratégies possibles. Mais surtout, on ne parle pas assez du risque et c'est ça que les clients craignent le plus parce que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, Julien, je suis désolé de te le dire, mais ça ne fait pas rêver l'univers des crypto-monnaies. On parle de chute d'exchange, donc de place de marché. On a FTX, par exemple, qui a fait la une pendant un moment. Récemment, on a une banque américaine, une banque régionale américaine, qui était, je crois, la 16e plus grosse banque américaine, qui s'est retrouvée en situation de cessation de paiement parce qu'il y avait une demande de retrait massif de liquidités, ils n'étaient pas en mesure de les honorer. Et ça a eu un effet, alors temporaire, mais un effet tout de même dans l'univers crypto. Donc des fois on dit, bah, l'univers crypto c'est complètement, enfin le Web3 c'est décorrélé de la finance traditionnelle et centralisée, alors qu'on se rend compte que quand il y a un événement majeur dans la finance centralisée, il peut y avoir un impact dans la finance décentralisée. Et donc tout ça, et en plus on parle de technologie, on parle de blockchain. Alors là ça y est, j'ai prononcé un mot, je suis sûr que j'ai peut-être perdu la moitié des gens qui nous écoutent, ou pas d'ailleurs, mais même si ça se démocratise. Mais donc on parle de numérique, on parle d'algorithmes, on parle de chiffrer des transactions dans une chaîne numérique, bref, organisé sous forme de blocs. Euh, donc, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui aujourd'hui ont cette crainte vis-à-vis de l'actualité de dire, bah, en fait, un système comme ça peut être hacké, il peut y avoir des fraudes, il y a des faillites, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est quoi aujourd'hui la sécurité de ce système-là, au final?
Le constat là-dessus, c'est que le constat que tu dresses par rapport aux faillites, c'est un constat par rapport aux entreprises qui se mettent sur la crypto, en tout cas certaines d'entre elles. Si c'était sur la vente d'œuvres d'art ou de fleurs, elles auraient aussi un risque de gestion qui les mettrait à risque. Et c'est ce qui s'est passé sur FTX. C'est juste que vu qu'on est sur des montants investissables qui peuvent être bougés assez facilement, eh bien, ça génère plus de risques de manque, de problèmes de gestion. Mais in fine, après toutes enfin, les déboires qu'il y a pu y avoir, on a aussi deux éléments à prendre en compte. Premier, c'est que Bitcoin, Ethereum sont toujours là. Ils ont même remonté quasi plus de 50% de leur valeur depuis cet événement. Et ils traitent aujourd'hui plus haut qu'ils ne traitaient lorsqu'il y a eu la chute de FTX, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est que il n'y a pas une couverture médiatique égale entre les événements négatifs et les événements positifs des actifs crypto. Donc ça, Comme beaucoup de choses. pour beau ça, je m'y resterai pas sur autre chose, mais en tout cas, quand le Bitcoin descend et arrête pas de chuter parce qu'il y a une sorte de désillusion où de plus en plus de personnes veulent vendre, eh bien, il y a moins de monde qui est là à redire quand il a fait 50% depuis le début de l'année, à part Mm. des entreprises d'investissement qui essaient d'être factuelles sur les actifs qui ont le plus performé. Et c'est le cas de Bitcoin qui est l'actif qui est le mieux performé en 2023, toutes classes d'actifs confondues, et même par rapport à un risque ajusté, à une performance ajustée du risque. Donc, encore une fois, le but dans cette classe d'actifs, c'est de s'exposer à long terme. Et la meilleure manière de les détenir, c'est de s'exposer le moins possible à des plateformes d'échange et à détenir ces actifs sur des portefeuilles ségrégés. Donc, soit on peut le faire soi-même avec une clé physique qu'on appelle du stockage à froid, ou alors on peut déléguer ce stockage à froid à des tiers. Et en l'occurrence, c'est ce que nous on fait avec Willim, c'est qu'on a un stockage ségrégué pour les actifs des clients, donc chacun a son portefeuille et on s'occupe de la gestion. Ça permet d'avoir l'avantage de l'un tout en déléguant la partie plus technique, opérationnelle à des professionnels qui font partie notamment de notre équipe et avec lequel, ben, toi notamment Jérémy, tu t'appuies. Donc ces 2 éléments-là, je pense à prendre en compte, c'est que, il faut essayer de s'abstraire un peu du bruit ambiant et d'avoir une conviction sur la classe d'actifs et de son potentiel de diversification, de révolution du système financier et de l'échange de valeurs. Et lorsqu'on a cette conviction-là, bah, on peut risquer une partie de son patrimoine, à cet effet. Ok, très clair. Euh, Justement, donc tu parlais un peu des performances potentielles. Euh, Tout à l'heure, avant qu'on commence cet échange, je m'étais amusé à aller sur CoinMarketCap. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas et qui sont pas, qui ont jamais investi en crypto-monnaie, c'est un site internet sur lequel on réfère toutes les alors crypto-monnaies sont référencées. On va pas pour les initiés, excusez-nous, hein, on mélange tout dans crypto-monnaie, on met tout dans crypto-monnaie aujourd'hui, mais en fait, les gens qui connaissent un peu, on peut pas tout considérer comme toutes les cryptos ne sont pas des crypto-monnaies pures à proprement parler, mais bon, on englobe tout ça dedans pour faciliter les échanges d'aujourd'hui. Il y en a plus de 9000. C'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chez Tilvest, vous allez choisir telle crypto-monnaie plutôt que telle autre? Pourquoi qu'est-ce qui différencie les unes des autres? Je suis un non-initié ou je commence à investir en crypto et je vois un peu tout ce marché-là, c'est plus de 9000 cryptos. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller sur une crypto? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto? Comment une crypto se valorise dans le temps? C'est quoi les moteurs en fait de création de valeur qui font qu'à un moment donné, je vais me dire, ben, je vais plutôt acheter du Bitcoin ou je vais acheter la nouvelle qui vient de sortir et qui vient d'arriver sur le marché parce que je me dis qu'elle est sympa. C'est quoi? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments d'analyse là-dessus? C'est sûr que si on analyse une crypto sous son EBITDA ou son chiffre d'affaires, comme on peut analyser une entreprise, ça va être compliqué de trouver des valeurs de comparaison. Parce qu'en fait, la crypto, c'est pas une entreprise, c'est un réseau. C'est une infrastructure qui permet de passer des flux et de faciliter ces échanges. Ce qui fait que ça s'évalue plus comme un réseau et du coup au nombre d'adresses actives sur ce réseau aux transactions, au nombre de transactions qui passent, à la valeur totale échangée.
Par exemple, en 2022, sur le stablecoin qui s'appelle l'USDT, donc un stablecoin lié au dollar, au prix du dollar, il y a eu plus de volume échangé que Visa et Mastercard cumulés, à l'ordre de 18 000 milliards de dollars. Donc Pour ceux qui ne savent pas, un stablecoin, donc c'est une crypto qui suit peu ou prou à quelques pouillèmes le cours du dollar. Quand c'est indexé sur le dollar, ou l'euro quand ça suit l'euro. Donc c'est une monnaie qui est dite stable parce elle est très peu volatile comparée aux crypto-monnaies. Voilà. Donc, ouais, ces actifs-là, ça permet d'échanger de la valeur. Donc, c'est comme ça qu'on peut regarder et évaluer en fait, la rapidité d'adoption d'une crypto. Mm. Et nous, on a fait un choix chez Tilvest, dans les mandats de gestion qu'on propose, c'est de se limiter aux 20 premières sur notre mandat phare, parce qu'on considère que ces actifs-là, en fait, ils évoluent souvent. Il y a toujours eu des phases d'adoption ou des actifs qui ont emporté plus d'enthousiasme que d'autres, mais ceux qui sont restés vraiment en haut, en l'occurrence, c'est Bitcoin depuis sa création, c'est indétrônable. Et aujourd'hui, on voit Ethereum, donc la deuxième capitalisée, qui commence à avoir un véritable intérêt dans la distribution de valeur sans tiers de confiance impliqué. Donc, on a plus une approche prudente à ce niveau-là, de se dire que, bah, il y en a qui sont intéressantes et on propose à certains clients qui le souhaitent d'en acheter des, celles qui ont des plus petites capitalisations, comme tu disais, Jérémy, celle qui vient de sortir. Mais c'est vraiment sur la demande express du client. Nous, on préfère avoir une approche prudente et de choisir les actifs qui ont eu l'épreuve du temps, et si c'est possible en cryptoactifs, mais au moins de voir l'évolution qu'il y a eu sur quelques années et de se positionner à long terme sur ces actifs-là. Donc la valeur d'une crypto, finalement, c'est lié aussi à la demande. C'est-à-dire plus il y a une adhésion massive sur l'utilisation de cette crypto, plus potentiellement elle peut avoir de la valeur, enfin prendre de la valeur dans le temps. Et il y a tout un enjeu du coup de démocratisation du secteur et d'adhésion sur le marché des cryptos. C'est ça en somme. Il y a plusieurs aspects. Donc, il y a forcément un aspect d'offre et de la demande, bah, ce qui régit toute notre économie aujourd'hui, hein. Si Mm. j'achète une entreprise plus chère, c'est parce qu'il y en a d'autres qui veulent l'acheter aussi. Et du coup, ça permet d'augmenter le prix du vendeur parce qu'il est prêt à trouver des acheteurs à un prix plus élevé. Donc le même principe s'applique en crypto, voire de manière encore plus forte, vu que c'est que du digital et qu'on n'échange pas de matière physique derrière. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi un élément majeur qui régit les prix des cryptoactifs, c'est l'émission de masse monétaire qui peut avoir un effet assez significatif sur la valorisation de l'actif. Donc par exemple, le halving de Bitcoin, où Bitcoin toutes les 10 minutes émet un montant de masse monétaire fixe, donc c'est figé dans le code au début quand il a été écrit en 2008 et avec les premiers Bitcoins en 2009, qui fait que tous les 4 ans, le montant de Bitcoin émis toutes les 10 minutes est divisé par 2 pour atteindre au plus, on prévoit à peu près en 2140, 21 millions de Bitcoin au maximum. Donc ça a un effet catalyseur sur le prix du Bitcoin en l'occurrence. Mais sur Ethereum, par exemple, il n'y a pas de nouveaux Ethereum qui ont été produits depuis septembre. Il y a même certains qui ont été détruits pour réduire la masse monétaire. Donc en fait, de la même manière que dans notre économie, le fait d'avoir, par exemple pendant le Covid, émis énormément d'euros ou de dollars sur le marché, ça a pu créer de l'inflation par une émission de masse monétaire, donc c'est des cours d'économie assez de base. Eh bien, il y a un effet qui est tout à fait similaire sur ces crypto-monnaies qui peut avoir un impact positif ou négatif sur leur prix. Oui, parce on va essayer. Alors, il y a des gens qui nous écoutent et qui maîtrisent ça sur le bout des doigts et d'autres un peu moins. Donc, mais en somme, dans le système monétaire classique, la création monétaire passe par les banques centrales et par le crédit. Ce qui veut dire que à un moment donné, quand la Banque centrale européenne dit on injecte massivement des liquidités dans le système, ben, ça fait mécaniquement, enfin en tout cas, une masse monétaire en circulation qui est très importante. Et donc, cette masse monétaire en circulation va dans les poches d'investisseurs indirectement, alors que ce soit des fonds d'investissement ou des particuliers.
C'est plutôt les fonds d'investissement qui font bouger significativement les valeurs malgré tout. Et cette masse monétaire, elle se retrouve sur des classes d'actifs. Et par exemple sur les marchés actions, et on voit du coup les marchés actions qui potentiellement ont des progressions significatives quand il y a beaucoup de liquidités injectées. Et ça a aussi un autre effet, c'est effectivement l'inflation, puisque potentiellement il y a plus de demandes à l'achat parce qu'il y a plus de monnaie. Et donc ça peut avoir un impact sur les prix. Alors que en ce qui concerne Bitcoin, donc c'est un, on va dire que c'est un algorithme qui fait fonctionner cette création monétaire. Et on sait pertinemment qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins. Donc ça, c'est prévu dans le programme initial. Et donc, si on devait faire un peu un parallèle, en ce moment, il y a un parallèle qui est fait avec l'or, bon, qui n'est pas du tout sujet aux mêmes problématiques de volatilité que l'on peut avoir sur les cryptos, mais c'est un peu cet effet rareté que tu disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on n'aura pas plus de 21 millions de bitcoins, plus on s'en rapproche et plus la demande augmente, plus potentiellement la valeur de cette crypto-là peut augmenter. C'est ça, en fait, si j'essaye de simplifier les choses, parce que des fois, c'est normal, tu es C'est un comme technicien, Julien. Voilà. le parallèle avec l'or, il est assez intéressant dans le sens où l'or, on peut en extraire et on ne sait pas combien de tonnes on va en extraire chaque année. Ce qui va faire que ben, si on trouve un gisement d'or assez important, ça peut avoir un impact sur les prix assez important vu on peut inonder le marché de cette quantité-là. Ce qui fait que c'est un parallèle assez fort avec ce qu'on appelle des commodities, donc des matières premières Mm. qui sont Comme le principalement pétrole, par régies par exemple. leur supply. Ouais, on a vu aujourd'hui ben, l'OPEP+, qui veulent couper ben, plus d'un million de barils de production journalière. Ben voilà, ça a un effet, donc choc de l'offre ou choc de la demande. Mm. Donc forcément, cette loi, ces lois-là, elles s'appliquent aussi aux cryptoactifs. Et c'est un des narratifs à prendre en compte pour l'investissement, sachant que généralement, donc le prochain halving, donc c'est à partir du moment où on va dire le nombre de Ouais, bitcoins explique bien ce que c'est que le halving, parce qu'il y a ouais, des gens, je suis sûr, qui connaissent pas du tout, et c'est un élément important quand même dans la valorisation potentielle du Bitcoin, sans certitude, mais ça peut être un facteur potentiel de valeur sur le Bitcoin. ben, toutes les 10 minutes, il y a un bloc de transactions sur Bitcoin qui est validé par des mineurs. Donc, c'est des ordinateurs qui tournent partout dans le monde. Et à chacun de ces blocs, en fait, 6,25 Bitcoins sont émis, donc de la création monétaire pure, qui est redistribuée au mineur qui a validé la transaction. Ce qui va se passer, on est autour de mars-avril 2024, c'est que cette récompense de 6,25 Bitcoin va être divisée par 2. Et ça a un effet catalyseur, ça a eu un effet catalyseur dans le passé sur les précédents halvings qu'on a pu avoir. Et Ce que tu entends par généralement, effet catalyseur, c'est sur les qui, marchés, derrière, le Bitcoin prend de la valeur généralement parce que justement, il y a cet effet division par deux du niveau de récompense. Et donc, comme cette récompense est divisée par deux, mécaniquement, le mineur qui, lui, a un coût de production de ce Bitcoin qui est a priori fixe ou potentiellement va augmenter dans le temps avec l'augmentation du coût de l'énergie, parce que c'est des ordinateurs qui tournent. Donc, si vous vous renseignez un peu sur le fonctionnement du minage du Bitcoin, en fait, c'est des ordinateurs dans des entrepôts ou pas, mais en tout cas qui consomment de l'énergie. Et donc, eux, ils ont des charges fixes. Et donc, si on divise par deux la récompense, ben, mécaniquement, il faut que pour eux, cette récompense, elle ait plus de valeur qu'avant, au final. c'est exactement ça. Par rapport à leur coût fixe, si des mineurs, ils ont un coût de production qui est supérieur au prix du Bitcoin, ou en tout cas de la récompense qu'ils peuvent avoir en moyenne, bah, ils vont arrêter de miner, ce qui va raréfier en fait le nombre de transactions qui peuvent se faire. En tout cas, les rendre plus difficiles. Ce qui a cet effet de raréfication qui s'accentue. Ça, c'est le cas, en effet. Ce qu'on n'a pas sur les autres cryptos, du coup. Chaque cryptoactif en fait généralement son mode d'émission de masse monétaire. Le mode d'émission de masse monétaire d'Ethereum est passé de ce mode-là de minage que disait Bitcoin vers un autre mode en septembre 2022. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
c'est des frais qui sont payés. C'est comme quand vous faites un virement, ou peut-être vous devez payer des frais à votre banque pour valider la transaction. Ah ben, on est passé sur un mode similaire sur Ethereum. Ça s'appelle la preuve d'enjeu. Donc c'est j'immobilise du capital en Ether, au minimum 32 Ethers. Qui fait que, ben, je valide des transactions parce que je suis une grande partie prenante de ce réseau et j'ai tout intérêt à ce que le réseau valide des transactions qui soient, légitimes. Mais du coup, on a coupé en fait l'émission, d'énergie, le coût de l'énergie, l'impact, environnemental, de 99,99 et nous, on avait même fait, l'expérience, chez Tilvest. On avait regardé sur le site d'Oxfam combien est-ce que les actifs qu'on aurait consommeraient d'énergie en tonnes CO2. On était de l'ordre, si on avait les actifs dans une grande banque type Société Générale ou BNP, l'ordre de 916 tonnes de CO2 par an. Et là, par rapport à ce qu'on a nous, on est autour de 1,6 tonnes de CO2 par an avec les Hmm. activités que nous avons. Donc, à la fois, ça réduit par rapport à une consommation absolue, mais en même temps, on consomme beaucoup moins d'énergie euh, a priori, que si on avait les actifs en banque. Donc c'est un peu Hmm. la bonne surprise. Ok. Et donc sur les enjeux du secteur pour 2023, euh, on reviendra tout à l'heure sur les stratégies d'investissement de Tilvest, mais sur les enjeux de 2023 du secteur, on parlait euh, de démocratisation et on voit que aux États-Unis, il y a pas mal, alors si vous faites des recherches, ceux qui nous écoutent sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal d'actualités sur la réglementation et les discussions qui ont au niveau de la SEC. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers française aux États-Unis. Pas mal de discussions sur le fait d'autoriser ou pas le stacking ou de réglementer d'une manière différente le stacking. Donc qui peut avoir un impact sur, on va dire, le fait de huiler les rouages et le fonctionnement de cette industrie. Et en France et en Europe, on parle d'une réglementation qui s'appelle MiCA, qui va potentiellement avoir des effets sur le développement de cette industrie. Et en France, on parle aussi donc, de la réglementation PSAN et d'autres réglementations. Donc, euh, il semblerait que la réglementation, elle soit dure et potentiellement peut être un frein au développement de cet écosystème. Donc, du coup, on disait que le développement de l'écosystème, c'est aussi le développement des valeurs de ces actifs-là. Donc, est-ce que quelle est un peu ta vision de cet enjeu-là pour 2023 et, euh, et au niveau du secteur en lui-même et de sa pérennité voilà, et des valeurs, en gros, c'est quoi pour toi les enjeux 2023 et est-ce que c'est un bon market timing pour aller sur les cryptos puisque en finance de marché, donc en bourse, on parle d'un point d'entrée souvent, comme dans plusieurs classes d'actifs. On se dit, bah, est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon point d'entrée sur l'immobilier? S'il faut que j'achète l'immobilier, est-ce que c'est un bon point d'entrée sur l'or? Bah, je te pose la question, est-ce que c'est un bon point d'entrée sur les cryptos? Et si oui, pourquoi? Alors, il y a deux sujets. Tu avais évoqué le sujet de réglementation et la question de point d'entrée. Sur le sujet réglementation, on peut être fier de notre système français dans le sens où on est les leaders en fait sur la réglementation crypto, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis où il y a une confrontation entre, tu le disais, la SEC qui est en responsable des actions, donc ce que les Américains appellent ça des securities, et l'organisme qui s'occupe des commodities, aux États-Unis qui s'appelle la CFTC. Donc en fait, vu qu'ils n'ont pas de réglementation, ils n'ont pas promulgué de loi sur les cryptoactifs, ils fonctionnent uniquement par jurisprudence. Et donc il y a les résultats des procès qui sont intentés par-ci par-là, qui vont créer une soft law, donc une loi souple créée par la jurisprudence, comme les anglo-saxons ont pour le coup plutôt l'habitude de faire. Mm. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire que très bien, ils n'ont pas de réglementation, ce qui peut favoriser l'innovation. Mais on peut voir qu'en fait, la France attire toutes les grandes entreprises crypto. Donc, par exemple, on peut parler de Circle qui a décidé de faire, donc Circle qui est l'émetteur du jeton qui s'appelle l'USDC, donc USD Mm. Coin, qui pèse à peu près 40 milliards d'actifs, qui a décidé de s'installer à Paris, comme c'était le cas de Binance avant pour le hub européen et d'autres. Donc, à dire la réglementation ici en France, on a eu la chance de la mettre assez tôt, donc 2019 avec une entrée en vigueur en 2020, ce qui fait qu'elle permet d'aider et de rassurer les investisseurs
Et on va dans cette continuité-là avec Mika, donc qui rentrera dès 2024 en application pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés PSAN et au plus tard en Mhm. 2026 pour ceux qui le sont déjà. Donc là, c'est un cadre qui fait que ben, les règles sont posées, elles sont connues et elles doivent être respectées. Et il y a des contrôles de l'AMF et de la CPR à cet effet. Donc, il faut savoir que c'est l'AMF qui le délivre avec un accord de la CPR, notamment sur la partie paiement. Ok. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, sur la partie est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Bon, je pense que toi, tu le sais, Jérémy, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est toujours délicat de répondre à cette question de timing. Est-ce que je rentre au plus bas? Est-ce C'est que je pour ça sors au que je plus me haut? régale à la poser aux autres, puisque on me la pose tous les jours. Donc, Bah, la question, je veux pas botter en touche, c'est que c'est sûr que c'est mieux d'acheter aujourd'hui à 28 000 dollars le Bitcoin ou 26 000, 25-26 000 euros le Bitcoin que de l'acheter à 69 000 en novembre 21. hmm. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que j'ai envie de le tenir pendant 3 ans et je vois un potentiel d'appréciation? Alors, eh bien, c'est sûr d'acheter moins cher. On va faire un plus beau retour sur investissement qu'on voit, c'est qu'en fait, on rentre dans une période d'accumulation où il y a de plus en plus d'éléments macro qui donnent raison, on va dire, à cette classe d'actifs. Il y a les faillites bancaires qui poussent de plus en plus d'investisseurs vers les cryptos. Il faut savoir hein, que les trois faillites bancaires qu'il y a eu aux États-Unis sur le mois de mars a fait que c'est les Américains, en tout cas c'est sur les heures américaines d'achat, que le Bitcoin a pris les plus grosses, les hausses les plus importantes. Donc, il y Ce qui a, signifie donc qu'il y a eu un achat à un moment donné plus important qu'à l'habitué de Bitcoin à c'est ce ça. moment-là. Donc, on peut tirer la conclusion que les Américains ont été plus gourmands sur leurs achats de Bitcoin que l'Asie et l'Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que de plus en plus de grandes entreprises utilisent la blockchain Bitcoin, Ethereum ou des blockchains privées pour développer des solutions. Aujourd'hui, il y a 81 des 100 plus grandes sociétés qui ont eu un projet Bitcoin, crypto ou blockchain et qui sont en train de le développer. Donc, il y a Oui, une parce que adoption. juste pour... attends, je te coupe dans ton Mm, raisonnement parce que il faut bien comprendre et faire la différence entre la blockchain Bitcoin ou Ethereum et la crypto-monnaie Bitcoin et la crypto-monnaie Ether sur la blockchain Ethereum. Il y a la blockchain donc, qui peut être utilisée par d'autres protocoles pour créer d'autres cryptos et utiliser cette blockchain. Alors, c'est, en tout cas, aujourd'hui, la blockchain qui est beaucoup utilisée, c'est celle d'Ethereum pour plein de raisons. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut faire la différence. Donc c'est pour ça que tu parles d'utilisation de blockchain et il ne faut pas faire d'amalgame avec la crypto en elle-même. la comparaison qui est assez parlante, c'est, on va dire, la crypto Ether, par exemple, c'est l'équivalent de l'essence qu'on met dans la voiture pour avancer. La voiture étant la blockchain. Donc, j'ai besoin de mettre ma monnaie native, donc ce qu'on appelle du gaz, dans mon infrastructure pour la faire fonctionner. Donc, l'infrastructure ne fonctionne que grâce à une crypto-monnaie native qui permet ben, de l'utiliser, de payer des transactions, parce qu'on ne va pas payer en euros sur une blockchain type Ethereum, on va payer en Ether. Hmm. Donc, c'est comme si c'était la monnaie ayant cours légal sur le réseau qu'on utilise. En l'occurrence, c'est ben, Bitcoin pour la blockchain Bitcoin et c'est l'Ether pour la blockchain Ethereum, pour donner que ces deux exemples. Très clair. Et donc du coup, je t'ai coupé dans ton raisonnement. Je sais pas si tu l'as perdu ou pas, mais Non, sur. non, je ne l'ai pas perdu. Vas-y, du coup. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs secteurs qui peuvent être ben, disruptés par ça. On s'appuie notamment sur une étude qui est celle de Ark Invest. Je sais pas si vous connaissez Cathy Wood, qui est assez intéressée par les actions de croissance, Hmm. qui en fait liste en 2022 les cas d'utilisation. Donc on va de la trésorerie d'entreprise, du transfert de fonds, la trésorerie d'État. Hein, le Salvador a légalisé le Bitcoin, Oui. une monnaie des marchés émergents, plutôt utiliser le Bitcoin plutôt que le dollar en tant que monnaie de règlement. Mais ça peut être aussi de l'or numérique, donc le fait de détenir plus facilement une réserve de valeur euh, plutôt qu'en fait avoir un lingot chez soi qui est plutôt difficile à transporter et un peu difficile à revendre aussi par ailleurs.
mais ça peut être aussi des actifs, des investisseurs institutionnels qui vont avoir une exposition. On peut penser à BlackRock, on peut penser à Fidelity, qui est un énorme gestionnaire Hmm. d'actifs qui pèse 90 000 milliards de dollars, qui vient de proposer un service d'achat de Bitcoin. Ça peut être aussi le Nasdaq qui vient de proposer un service d'achat crypto. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a une adoption qui est croissante, sans parler du nombre de portefeuilles actifs qui vient de dépasser 450 millions. On est un peu comme si on était en termes d'utilisateurs et d'adoption dans les années 2000 pour Internet. Donc, l'idée, c'est que c'est difficile de dire si c'est le bon prix. En tout cas, c'est mieux d'acheter quand c'est moins cher si on a une conviction de plus-value à long terme. Mais si on veut le tenir sur 2 à 3 jours, eh bien, à ce moment-là, il faut plutôt faire une formation de day trader et c'est pas Ouais. l'actif qui est adapté ici. Oui, exactement. C'est là-dessus que je voulais t'amener. C'est une excellente transition. C'est que il y a deux manières de se comporter quand on veut investir en crypto. Soit on veut adopter une stratégie vraiment spéculative, à savoir j'achète, je revends sur 2, 3 jours, je cherche des points d'entrée et des points de sortie. Et donc là, bah, c'est du trading. Et donc le trading, c'est beaucoup de techniques. Il faut apprendre, il faut se former, il faut en comprendre les fondamentaux et en comprendre les logiques mathématiques, parce que c'est beaucoup de logique mathématique derrière. Il faut comprendre les différentes typologies d'ordre qu'on peut passer. Bref, il y a donc il y a des formations qui existent là-dessus, qui sont payantes, voilà. Mais il faut se méfier aussi de ce qu'on trouve sur Internet, puisque moi, comme je suis très alerte sur ces sujets Web 3 et cet univers d'investissement, je vois de tout et n'importe quoi en tant que professionnel du conseil en investissement. Donc déjà, il faut se méfier de sur quoi on tombe. Mais donc il y a cette approche-là qui est plutôt une approche court-termiste, ou parfois peut-être moyen-termiste, mais quand même court-termiste, où on se dit, bah, un peu comme le casino, hein, c'est-à-dire je vois qu'il y a des effets haussiers, baissiers, et j'aimerais bien prendre un peu de performance à court terme sur là-dessus. Donc ça, c'est du trading, donc il faut se former parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent en pensant que c'est facile et au final ils se plantent. Et après, il y a une approche qui est plus moyen, voire long-termiste. Et là, l'idée, c'est de dire, on mise, entre guillemets, sur une valorisation à long terme, avec tout au long de la période pendant laquelle on détiendra cette classe d'actifs des fluctuations qu'il faut accepter. Donc je pense, c'est le plus dur au final quand on est détenteur en tout cas pour les clients qui détiennent et qui sont un peu sujets à transpirer quand ils voient des moins, des courbes rouges sur leur portefeuille. Il faut accepter ces baisses et il faut garder comme objectif ben, l'objectif initial qu'on s'est fixé, c'est-à-dire dire voilà ce que j'aimerais atteindre, voilà où je voudrais aller et voilà pourquoi j'intègre cette classe d'actifs dans ma logique de gestion de capital et de fonds global. Il faut bien sûr ne pas investir 100% de son patrimoine en crypto-monnaie. C'est pas du tout l'idée, mais donc adopter cette stratégie, on va dire, moyen long terme, en ayant des convictions. Et là, on peut le faire, bah, du coup, en étant seul de son côté, mais peut-être en ayant peur de se tromper. Et si on veut confier ça à des professionnels, bah, avec Willim, on peut le faire. Et nous, on travaille avec Tilvest. Et donc, Tilvest a plusieurs modes de gestion. Donc, ça s'appelle des mandats de gestion. Et donc, bah, du coup, Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sans forcément, on va pas parler donc des résultats, des performances de ces mandats de gestion, parce que comme c'est un contenu à destination, on va dire, qui sera ouvert, l'idée c'est pas de faire promotion sur les performances parce qu'il y a beaucoup de disclaimers autour des performances, performances passées, ne présage pas des performances futures, etc. Donc si vous voulez qu'on en discute, c'est avec plaisir, mais au moins parler des fondamentaux de ces mandats d'arbitrage, comment vous appréhendez les choses et du coup, voilà, c'est quoi un peu le mode de fonctionnement. Alors nous, il y a environ 2 catégories d'investissement. Donc la première qu'on peut appeler directionnelle parce qu'elle va suivre le marché, c'est-à-dire qu'on va se positionner à la hausse. En trading, on appelle ça du long, donc c'est-à-dire qu'on positionne à la hausse du prix d'un actif. Donc sur ça, nous, on a une approche où on va sélectionner les actifs qui nous semblent les plus prometteurs selon notre modèle interne. Donc on a 2 mandats là-dessus, un qui se focalise que sur Bitcoin et Ethereum
avec un écrêtage automatique de plus-value. Et le deuxième qui est plus grande capitalisation, donc celles qui sont les plus importantes en termes de valeur, avec des caveats qu'on rajoute, qui est notre modèle interne. Ça, c'est ce qu'on appelle du directionnel. Et dans le non directionnel, on a ce qu'on peut appeler du stacking ou un mandat de trading algorithmique. Donc en fonction du risque volontaire, ou en tout cas que l'investisseur est prêt à supporter, on peut aller chercher des rendements en euros, donc pas avec de risque de change dollar aussi, ça c'est important à préciser, Mmh. ou aller chercher des mandats de gestion actifs qui ont sous-jacent des cryptos, mais le but c'est de générer une performance de manière absolue. Donc voilà, investir en crypto avec des mandats de gestion, c'est pas juste acheter du Bitcoin et attendre que ça monte. Il y a plusieurs possibilités. Oui, parce qu'en fait, ce qui est souvent critiqué sur les mandats de gestion, là, je me place du côté du professionnel en conseil en investissement financier, c'est ben voilà, pourquoi j'avais confié la gestion de mes cryptos à des gens qui peuvent faire moins bien que un tracker, par exemple. Bon, en tout cas, qui peuvent faire moins bien que moi si je m'achète un panier d'actions et que il y a quand même une gestion active derrière. Ça que je veux dire, c'est pas juste vous achetez, l'argent rentre, vous achetez par rapport à votre modèle et vous laissez tourner. Il y a un travail actif derrière qui est fait. Et ce travail-là, l'idée c'est de surperformer, euh, en tout cas la cible des cryptos sur lesquels vous allez. Oui, en effet, le but de ces mandats, c'est de battre un indice de référence, donc avec une gestion active de la part de notre équipe d'investissement. En effet, on cherche à délivrer plus de valeur à l'investisseur en faisant des achats, de la veille, de la protection lorsqu'on peut vendre les actifs selon notre vision du marché. Donc c'est aussi pour cela que eh bien, on a des frais de performance afin de générer une performance complémentaire, supplémentaire à l'investisseur que s'il le faisait tout seul. En dehors du fait qu'aujourd'hui, des trackers Bitcoin sur, par exemple, un compte titre, c'est difficile à trouver. Et donc, il faut gérer soi-même l'achat de son Bitcoin, par exemple, ou de son Ether, ce qui peut amener d'autres risques d'un investisseur qui n'est pas habitué Oui. ou formé à cet effet. Ok, très clair. Ben écoute, je te propose de conclure sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Julien, encore une fois, d'avoir accepté cet échange. J'espère que ça vous aura été utile dans vos réflexions d'investissement et de placement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs à part entière à réfléchir sérieusement, à intégrer dans son patrimoine. On vous a donné des éléments de réponse pour vous dire pourquoi. Voilà, bah, écoute, merci encore Julien d'avoir été parmi nous. On se refera un autre épisode plus tard Ouais. pour faire un bilan rétroactif sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur ben voilà, je pense dans un an, sur on s'est dit ça il y a un an, qu'est-ce qu'on en pense en 2024. On essaiera peut-être de se faire ça après le halving ou juste avant, voilà, je pense après du coup. Mais le halving Bitcoin. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée, Julien. Mais Et merci puis, Jérémy, j'étais très heureux d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Et du coup, dans un an. ça marche. À très vite, Julien. Ouais. Merci.